Bonjour et bienvenue chez Agora, ici Télévision. J'accueille avec plaisir Madame Marie Pascal, professeure adjointe de l'Université de l'île de Prince-Édouard. Depuis septembre 2024, elle a créé et dirigé la revue sur l'intermédialité, Transcréation depuis 2021 et a publié son premier livre De l'exclusion à l'abjection aux presses de l'Université de Montréal en 2023. Il vient de faire paraître en 2026, toujours chez la presse de l'Université de Montréal, son livre L'abject sublime dans la transcréation au Canada. Madame Marie Pascal, je vous souhaite la bienvenue chez Agora. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, c'est un titre assez évocateur. Là, on comprend qu'on parle de création, de transcréation. Mais comment comprendre cette notion de l'abject sublime, justement? Si ce n'est pas le sublime abject, je ne sais pas à quel point on peut faire l'inversion aussi, ces deux notions. Comment le comprendre justement dans le contexte de ce titre? Oui, merci pour cette question. Alors, l'abject sublime, c'est vraiment ce qui traverse toute l'étude. C'est une notion qui Mhm. peut sembler paradoxale, vous l'avez souligné tout de suite, puisque l'abject, on a l'impression que c'est plutôt quelque chose qui va être repoussant, qui va dégoûter, c'est un pôle plutôt négatif, tandis que le sublime, quand on y pense comme ça, on aurait tendance à trouver que c'est plutôt extraordinaire, que c'est quelque chose d'infiniment beau, bon, plutôt positif donc. Donc l'expression oxymorique abject sublime, j'ai fait un peu exprès de choisir quelque chose un peu choc comme ça. Mhm. Euh, et contre toute attente, je l'ai trouvé dans beaucoup des adaptations cinématographiques que j'ai étudiées, donc qui ont été faites au Canada. Alors dans ce volume que vous avez entre les mains, je me suis arrêtée tour à tour sur l'abject, le sublime, puis ensuite, j'ai vu comment ils pouvaient fonctionner ensemble au niveau de la société, donc c'est le troisième chapitre, et ensuite au niveau de la nature, le dernier chapitre. Donc on aurait pu dire le sublime abject, mais dans ce cas-là, Mhm. sublime aurait été le nom et abject aurait été l'adjectif, tandis qu'avec l'abject sublime, eh ben, les deux sont les deux. Donc c'est pour ça que j'ai choisi dans ce sens, mais Voilà, donc, réellement, voilà, parfait. c'est... Parfait. Alors bon, c'est un livre qui est parsemé, hein, n'est-ce pas, de titres de films cinématographiques euh, par laquelle il justifiait justement cette mise en valeur de l'abjection et en même temps du sublime. Des titres comme Les 7 jours du talion, Un dimanche à la piscine Kigali, et Mirror Takes et Cadavre, La petite fille qui aimait trop les allumettes, etc. Bon, c'est des objets d'étude, là vous avez utilisé ça comme une référence. Comment est-ce que l'abject et le sublime peuvent-ils coexister justement dans la création littéraire et de surcroît au niveau de la transcréation? Surtout quand on sait qu'à partir de ce mot-là, justement, on garde éventuellement le sens, l'émotion et l'intention de l'œuvre, justement. Alors, comment justement l'abject et le sublime peuvent-ils de prime abord coexister dans la création de manière générale? Oui, mais merci bien. Donc, c'est les 15 paires texte-film que j'ai étudiés dans ce volume, L'abject sublime, appartiennent à différents univers canadiens, donc québécois, canadiens, anglais, mais aussi autochtones. Et j'ai essayé de les rassembler ici autour donc de la double thématique abject sublime pour étudier les effets horrifiques, pas nécessairement dans les films d'horreur ou les textes d'horreur, mais des scènes qui vont nous choquer, nous heurter par leur vulgarité ou par des descriptions sadiques, par exemple, Mhm. mais aussi comment, d'autre part, ces œuvres-là vont un petit peu nous dédommager de nos efforts en montrant des effets qui sont, au contraire, terrifiants. Mais dans le sens sublime, le terrible, c'est aussi ce qui nous secoue, ce qui nous réveille, ce qui nous donne l'impression d'exister. Donc, c'est ce que j'ai trouvé dans ces 15 paires texte-films, donc c'est une trentaine, c'est un corpus assez large d'une trentaine d'œuvres, et voir aussi comment les deux notions adressent la question de l'individu atypique, de Mhm. l'individu qui va être abjecté, rejeté pour une raison ou pour une autre, donc dépendamment des livres, bien sûr. Donc, généralement, quand j'étudie l'adaptation, parce que c'est vraiment, j'ai deux casquettes sur ma tête en même temps, j'étudie d'abord le texte et puis je vais souligner les thématiques, les enjeux Mhm. du texte, les effets stylistiques aussi, les sensations que ça va me donner, les sens cachés.
Et puis ensuite, je vais me tourner vers les films et je vais comparer en fait. Je vais voir est-ce que les thématiques sont toujours là, les personnages Oui. ont-ils évolué d'une manière ou d'une autre, les thématiques, donc l'abject et le sublime, sont-elles aussi présentes. Donc généralement, on estime qu'une bonne transcréation, c'est quand le message et les intentions du texte se sont retrouvées dans le film. Voilà. Alors, je dirais pas que toutes les adaptations de mon corpus sont des bonnes transcréations, mais certainement toutes sont des bons films aussi. Donc, c'est intéressant aussi de les voir comme films Mhm. abjects sublimes, non pas uniquement comme adaptation d'un texte source, qu'on appelle source, Mhm. euh, uniquement. Est-ce que si ça répond à la C'est question ça, posée, oui, oui, ouais. exactement. Alors, mais on parle du contexte canadien. Pourquoi est-ce que le contexte canadien est-il important dans votre réflexion? Parce que là, on ne parle pas du Québec ou de l'Ontario ou d'une province, mais là, vous avez généralisé. Pourquoi est-ce que c'est si important, cette réflexion, au niveau du Canada en général? Oui, moi je suis avant tout spécialiste du Québec, Mhm. mais j'ai essayé dans cet ouvrage de rassembler ce qu'on pourrait dire les trois solitudes. Enfin, c'est Oui. assez archétypal de le dire comme ça, parce que je suis pas canadienne, on l'entend. Enfin, je viens de la France initialement. Je suis canadienne d'adoption et donc quand je suis arrivée au Canada, je me suis tournée vers le Québec spontanément. Et ensuite, j'ai trouvé que les enjeux étaient c'était intéressant en fait de mettre en dialogue les différentes productions en anglais et en français parce que je ne parle pas les langues autochtones pour l'instant, peut-être un jour. Et donc j'ai voulu en fait casser la tendance à Mhm. distinguer le Québec du Canada anglais, de l'Ontario par exemple ou du Manitoba, et surtout aussi mettre en avant les littératures et films autochtones dont on parle très peu et qui pourtant mérite une place, je pense l'avoir montré dans cet ouvrage, mérite une place d'importance dans un texte académique qui parle de l'adaptation, puisque mon sujet premier, c'est l'adaptation. Alors, Oui. pourquoi ne pas étendre la Attendre, réflexion oui. à ce qui est produit au Canada en général? Très bien, parfait. On va faire une pause, mesdames et messieurs. On revient dans les prochaines minutes. J'accueille Marie-Pascale, auteure du livre L'abject sublime dans la transcréation au Canada, paru en février 2026, là, pour plus de détails, chez les presses de l'Université de Montréal. Restez avec nous. De retour avec vous, mesdames et messieurs, dans le cadre de Agora, chez ICI Télévision, L'abject sublime dans la transcréation au Canada de son auteur, Marie-Pascale, qui est mon invitée aujourd'hui, mesdames et messieurs. Alors, Madame Pascal, je vous reviens sur cette notion qui est dialectique. Là, on parlait tout à l'heure de l'abject sublime ou de sublime, mais c'est plus de l'abject sublime. Là, vous mettez toujours donc je veux dire en dialectique les deux contrariétés, je veux dire comme abject et sublime, et comme ici j'ai purification et impureté, et comme parfois aussi donc le corps aussi, le corps sexué ou non. Alors, parlons justement de cette notion de purification et d'impureté. Page 43. Il y a un extrait qui est dit dans Purity and Danger de Mary Douglas qui dit: les rites de purification et d'impureté créent une unité d'expérience loin d'être une aberration éloignée du projet central de la religion. Ils contribuent positivement à l'expiation à travers eux. Des schémas symboliques deviennent fonctionnels et sont déployés publiquement. À l'intérieur de ces schémas, les éléments disparates se voient reliés entre eux et les expériences disparates revêtent du sens. Alors, ici, on mentionne aussi que l'ordre social est bâti justement sur l'abjection, et les pollutions et les tabous serviraient de protéger les sociétés. Alors, est-ce que ça, bon, ça, on parle dans un contexte cinématographique, mais est-ce que c'est étendu au niveau de la société et du regard qu'on projette au niveau de notre société contemporaine, pardon? Oui, merci beaucoup. J'aime beaucoup Mary Douglas qui étudie donc les rites de pollution et de purification à l'intérieur des sociétés à travers l'étude de différentes religions. Mhm. Et donc pour elle, pour l'autrice, tant la pollution que la purification sont des constructions sociales. Elle prend un exemple très éloquent à mon avis. Imaginez de la bouse de vache, animal Mhm. sacré dans certaines cultures, peut servir à purifier. Donc c'est bien la Voilà. preuve que réellement la bouse peut
heu, au lieu de salir, pour moi ça me salirait, Et eh purifie, bien, oui. est une purification. Alors on pourrait presque aller jusqu'à dire, d'après mon étude et de ce que j'ai découvert en lisant ce corpus, que l'abjection et le sublime ont une portée cathartique, tous les 2. Pas seulement le sublime comme on pourrait le penser, a priori. Et donc, cette portée cathartique peut permettre de dépasser des situations délétères pour les Mhm, individus, ici les personnages des textes et films. Alors, dans mon premier ouvrage, de l'exclusion à l'abjection dans la transgression québécoise, j'ai étudié que la société a besoin de marginaux, de personnes à exclure, de boucs émissaires pour bien fonctionner. Car c'est la seule manière de garder une cohésion d'ensemble. C'est pour ça que généralement, on va s'attaquer à la personne qui est différente, on va s'attaquer à l'étranger, on va s'attaquer à une autre ethnie. Parce que, en fait, pour se comprendre dans le groupe dominant, nous avons besoin de projeter notre haine vers celui qui est différent, l'étranger, oui. si ça fait du sens. Et l'abjection est une autre manière de repousser vers les marges de la société ce qui nous dépasse, ce qui nous dérange, ce qui dérange l'ordre établi par les rites. Donc, on Voilà. marginalise, on rejette, on abjecte ce qui dénote, qui dérange l'ordre et afin de faire du sens à notre expérience. Donc, c'est un peu là où comment j'utilise en fait Douglas. Le sublime et l'abjection sont 2 mécanismes de défense qui peuvent être utilisés et qui sont utilisés dans les œuvres que j'étudie comme en fait quelque chose à dépasser, quelque chose de Mhm. cathartique qui peut donc remettre au devant de la scène les personnes initialement marginalisées. Très bien. Bon, là, il y a le chapitre là sur les corps. Là. Ça aussi, c'est passionnant, hein, les corps qui comptent. Puis on parle du corps abjecté hein, dans ce chapitre-là. Le corps abjecté, comment on aurait pensé le corps justement comme une construction sociale, mais non comme un objet sexué. Là c'est une analyse approfondie dans le texte. Mais je vous demande d'argumenter, s'il vous plaît, à ce niveau. Mmh. Oui, je peux. J'emprunte en fait cette expression à Judith Butler qui, écrit, «Bodies that matter», donc les corps qui comptent. Donc j'ai Mhm. tout simplement traduit son C'est expression ça, oui, oui. et elle argue que, notre conception du corps nous est imposée par la société. Il y a le bon corps, il y a le corps qui a une telle taille, un tel poids, des yeux bleus si possible, enfin voilà. Et le corps abject, donc qui n'a pas le bon poids, qui est trop gros, qui est trop petit, qui a trop de pieds, on pourrait même aller jusqu'à dire. Et là, de la même manière, la société nous donne un sexe à la naissance en observant en fait nos caractéristiques physiologiques externes, visibles. Mais en fait, on n'a plus besoin de prouver aujourd'hui que le sexe qui est donné à la naissance ne correspond pas toujours à la conception que l'individu va se faire de son genre. Ok. Et donc vraiment, c'est vraiment pour montrer un petit peu comment la société produit des injustices, s'impose en fait au niveau individuel. Et c'est ce que j'essaye d'étudier dans le chapitre 3. Donc j'étudie 3 paires de textes-films. La nuit où Laurier Gaudreau s'est réveillé de Michel-Marc Bouchard, adapté en Oui. mini-série par Xavier Dolan. Je ne sais Mhm. pas si vous l'avez vu, mais c'est vraiment, vraiment bien fait. Room de Emma Donoghue, un roman sur l'emprisonnement d'une jeune femme par un violeur qui la, qui, qui la viole pendant des décennies, et adapté par Lenny Abrahamson, et Women Talking, donc de Miriam Toews, adapté par Sarah Polley. Donc ces 3 œuvres mettent en avant 3 types de personnages qui ont été désignés par la société comme ne comptant pas. Des personnages à utiliser, à abjecter, à vautrer dans la boue, Mhm. Mhm. mais qui, en se dressant par leur force sublime contre ce qu'on leur a fait, se rendent sublimes. Donc, c'est un peu, dans ce chapitre, c'est un peu ce que j'essaye de montrer, comment on impose à certaines personnes un état de fait abject, et comment ces personnes, parce qu'elles sont très résilientes, le dépassent. Ça les dépasse, ça devient une sublimation carrément. Voilà, exactement, tout à fait. Voilà, et ça devient une sublimation. Très bien. Alors, parfait. Bon, alors encore une fois, une pause et on revient avec Madame Marie Pascal, qui est mon invitée d'aujourd'hui. Mesdames et messieurs, on parle de ce livre-là. On parle cinéma, hein, il faut le dire, là. On parle aussi cinéma à travers la représentation de cette notion, l'abject sublime, là, dans la transcréation au Canada. Bon, une thématique où il est question aussi de certains films, de l'analyse de certains films à travers certaines notions où l'object est le vecteur central hein,
voyez-vous, bah, c'est assez spécialisé, mais c'est toujours intéressant là. On revient dans les prochaines minutes. Restez avec nous. De retour avec vous, mesdames et messieurs, chez Agora, ici Télévision, on parle art et culture, mais surtout cinéma. On parle de l'abject sublime, ce livre, là, l'abject sublime, dans la transcréation au Canada, de son auteur, mon invité, Mme Marie Pascal, professeur adjoint de l'Université de l'île du Prince-Édouard. Bon, ben, écoutez, on va faire encore un autre arrêt là sur les interactions par la nature ou avec la nature, qui est un chapitre, une thématique qui est très vivante aussi. On la trouve beaucoup aussi dans les films. Là, vous l'avez abordé à travers le film True Black Spruce de Joseph Boyden, je pense qu'il y a un roman, là vous me corrigerez. Est-ce que justement la nature, ou ces représentations de la nature, par les animaux aussi, parce qu'il ne faut pas oublier que les animaux sont présents, l'araignée, l'ours, le grizzly, dans le film que je viens de citer, hein, True Black Spruce, est-ce que ces manifestations sont nécessaires justement pour la construction de l'identité du personnage dans le film en général? Qu'est-ce que vous avez voulu projeter justement à travers, à travers ces interactions ou à travers ce que vous avez dit, ce que vous avez cité comme étant un réenchantement de la nature? Mhm. Oui, merci. Oui, Throwback Spruce, c'est une super paire d'œuvres, d'œuvres. Donc, Boyden, qui a écrit le roman, et Don McKellar, qui a adapté au cinéma. Et ça a beaucoup, c'est un des films qui a le plus changé le texte original. Donc, il faut Mhm. s'imaginer Will, ça se passe dans une réserve autochtone. Donc, Will euh, qui est alcoolique, qui vit dans une réserve Oui. sordide, mutique, donc qui a subi une acculturation. Sa seule amie, c'est une grizzly, comme vous l'avez dit, et son ennemi dans la réserve la tue, l'éventre d'une manière absolument abjecte, et j'emploie le terme. On a une description à la Baudelaire de la charogne de l'ours. Donc, Will part de sa réserve pour aller au camp de trappe, là où il va pouvoir se reconnecter avec la nature et également avec toute sa culture autochtone qu'il a oubliée au fil des années. Euh, Parce que dans les pensées autochtones, et bien que Boyden ne soit pas autochtone, il a tenté de mettre en avant le fait et l'importance que les personnes autochtones s'estiment euh, en relation en fait avec tout ce qui les entoure, avec l'univers environnant. L'être humain n'est pas au centre de l'univers, l'être humain n'est qu'un des différents parents du monde créé, donc dont l'araignée, la rivière, la pierre. Donc Will, le narrateur et protagoniste, ne peut pas s'en sortir sans Mhm. justement se laisser réenchanter par la nature. Et dans les nombreuses dépictions de la nature, tant dans le texte que dans le film, on va avoir un personnage qui, peu à peu, va un peu réémerger, sortir de lui-même, de son alcoolisme, de son Ok. mutisme, sans quoi il reste au stade abject. Donc Ok. c'est en se reconnectant avec la tradition autochtone qui fait dialoguer les différents parents de l'univers, Mhm. dont Will, que ce dernier devient sublime. Il le sublime. Alors, question d'ordre général, là. Pourquoi est-ce que nous autres, là, les cinéphiles, etc., pourquoi est-ce qu'on aime regarder les films d'horreur, hein? Pourquoi aimons-nous regarder les films de la terreur? Est-ce que parce que tout ce qui est abject et horrible et terrifiant là, parce que finalement, on finit par le sublimer? Est-ce que c'est ça ce que vous voulez dire, justement, peut-être à travers les analyses dans votre livre, madame? Peut-être, peut-être. Moi, personnellement, je suis pas du tout une grande fan de films d'horreur ou de textes horrifiques ou tout Mais ça. il y a eu des Mais films, regardez par exemple Frankenstein, par exemple, c'est extraordinaire, là. On a fini par sublimer cette Hulk, par exemple, avec son corps vert, on a fini par sublimer cette... comment expliquer ça psychologiquement? Enfin, permettez une telle question peut-être qui est ah non, non, tout à assez fait. multidimensionnelle, là. Une autre personne que moi, Noël Carroll, a écrit à peu près une quinzaine de bouquins sur la question de l'horreur et pourquoi l'horreur, Oui, pourquoi voudrions-nous être dégoûtés comme ça, être révulsés. Moi, je exact, pense que exact. l'art essaye de toutes les manières possibles de nous intéresser, de répondre à des questions insondables, d'aller un peu plus loin que l'horizon, je sais pas moi, de dire l'indicible. Donc, c'est ça qu'on cherche dans l'art.
on n'a pas besoin de tomber sur un cadavre dans notre vie pour ressentir quelque chose de bien. Tandis que de le lire, et surtout quand c'est combiné avec le sublime, Oui, en fait, la meilleure manière de nous stimuler. Le sublime et l'abject sont des sommets de l'expérience humaine. On ok. n'a pas besoin de se mettre réellement en face d'une montagne et de sauter ou au milieu d'un naufrage terrible pour ressentir cela si on a ce genre de texte devant les yeux ou de film. Donc, je pense que c'est vraiment ça qu'on cherche en fait. On cherche à être Ouais. un peu titillé quoi par Ouais, l'art. exact. Titi, et c'est ça c'est ça le terme exactement. Revenons, il reste à peu près 2 minutes. Revenons à ce terme-là, la transcréation. Euh, Pensez-vous que la transcréation joue un rôle particulier dans une société comme le Canada, dans une société aussi plurilingue que le Canada? Oui, cette question est extrêmement difficile Oui, à, à répondre, mais si on conçoit que la transcréation, l'adaptation met en contact une reformulation entre des médias, une sorte d'acceptation de la modulation, du changement, de ah, c'est pas comme ça que oui, je voyais le film. c'est ça. Alors, si on enseigne en quelque sorte à accepter qu'on n'a pas une seule bonne version des faits, une seule bonne langue, alors oui, l'adaptation cinématographique peut en effet euh, aider à avoir le plurilinguisme, non pas comme une défaite ou une guerre entre les langues, mais plutôt comme on s'enrichit entre nous. Le film enrichit le C'est texte. mutuel. Mhm. Oui, exactement, un enrichissement mutuel et parfois, c'est super intéressant de voir un texte en français adapté par quelqu'un, qui va faire un film en anglais ou, un texte en anglais adapté par une personne autochtone, en Oui, langue tout à fait. autochtone. Donc vraiment, je pense que la transcréation tisse des liens entre les différents univers plutôt que, participe à des conflits, qui à mon avis sont plutôt Oui, stériles. et qui est stérile, exactement. Écoutez, j'ai aimé cet extrait-là, il reste 50 secondes là. Je vous demande de le commenter, Madame Marie-Pascale. Ce vide fugitif qui nous amoindrit jusqu'au néant, ça c'est Schopenhauer, hein, font que le sublime se mérite. Waouh, commentaire. OK. Alors, quand on est devant le sublime, on est placé, devant notre, mort imminente. On est placé devant le fait qu'on est minuscule devant un ciel étoilé. On ne peut pas réfléchir. Donc pour vivre le sublime, il faut accepter des choses qui sont inacceptables. Ok. Donc il faut prendre des risques, donc le sublime se mérite. Tout simplement, hein, voilà. Donc, et Et puis, voilà! voilà, ça clôture magnifiquement notre entrevue. Merci beaucoup, Madame Marie-Pascale, qui a été mon invitée aujourd'hui chez Agora, ici Télévision, auteur du livre L'abject sublime dans la transcréation au Canada, paru chez Presse Université de Montréal en février 2026. Merci beaucoup, Madame, d'avoir répondu à notre invitation. Quant à moi, je vous fixe Merci. rendez-vous prochain jeudi à 15h30 chez Agora. Toujours ici Télévision, portez-vous bien. Au revoir.